Bonjour, merci à tous. Et c'est un défi d'intervenir devant vous avec des différents écueils. Déjà, il y a plus de 1000 personnes, je crois, et chacun recueille une pépite d'innovation dans son entreprise. Donc, la difficulté de citer évidemment tout. Deuxième partie, ce serait de faire une litanie de toutes les innovations en Bretagne, et on s'ennuierait aussi pas mal. Et troisième point, ce serait d'avoir des interventions avec des innovations un peu orientées. Je donne un exemple, hein, le premier maire communiste en France a été élu à Douarnenez en 1921. Si je continuais dans le registre, on a la première élue communiste qui s'appelait Pencalec, qui a été élue aussi, élue municipale à Douarnenez en 1926. Elle n'avait pas le droit, mais elle est venue 6 fois quand même. Enfin, c'est la seule qui tenait bon, Pencalec, hein, tête dure en breton. Donc, on peut partir dans énormément de choses. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est quelque chose d'assez simple, envisageant à peu près 5 étapes d'innovation et après 5 atouts et 5 spécificités peut-être bretonnes de l'innovation. Tout en sachant que l'innovation, à l'origine, c'est un terme juridique, c'est-à-dire que c'est une obligation qu'on transmettait à un créancier, à un autre créancier, ou un débiteur. Donc c'est innovation qui est devenue innovation. C'est un mot assez intéressant parce que la véritable innovation, à mon sens, c'est une innovation de rupture. C'est-à-dire que c'est quand vraiment on a une bascule vers quelque chose de définitif qui tue les anciens usages. Et une question qui se pose, c'est est-ce que finalement les savoir-faire traditionnels, par exemple, sont une innovation ? À mon avis, oui, pleinement, mais c'est quelque chose qui s'est arrêté parce qu'on a trouvé un point d'équilibre, une sorte de nombre d'heures, comme disait la Chalotais au XVIIe siècle, entre l'homme et le lieu, et la femme, et le lieu dans lequel ils vivent. Regardez le marais salon de Guérande, par exemple. C'est quelque chose qui date de la nuit des temps, et simultanément, ça reste opérationnel aujourd'hui. C'est-à-dire que les individus, par magie, sont arrivés à avoir comme une harmonie avec le lieu dans lequel ils vivent. Et c'est un enjeu aujourd'hui tout à fait central. Il y a eu des impasses en Bretagne, il y a eu aussi des atouts. Alors, si on fait d'abord un peu l'histoire de l'innovation en Bretagne, alors ça démarre évidemment avant la Bretagne. En moins 600 000, on a le premier feu, en fait, le premier foyer européen qui est avéré à Ménez-Drégan. Donc moins 600 000, hein, on a retrouvé un plus ancien dans le monde à Israël, je crois. Mais il y a donc eu avant, évidemment, des innovations. Et on a une période absolument inouïe qui est la phase des mégalithes. Avec Karnak qui va être classé patrimoine de l'UNESCO. Donc l'histoire, hein, elle n'est pas derrière nous, elle est sous nos pieds et elle nous aide à bâtir le futur. Et en fait, ce qu'il y a d'inouï je pense que sur le fond, ils essaient de comprendre où ils étaient et ils essaient de comprendre le sens vraiment profond de la vie, quoi. Je pense que le Triskel est un symbole déjà de développement durable, où on est en fait avec une harmonie entre la terre, l'air et l'eau. Bizarrement, c'est à la charnière de ces 3 éléments où il y a la vie. 3 mètres sous sol, on n'en a pas. À 1000 mètres dans l'air, on en a peu. Au milieu des océans, on en a moins. C'est souvent quand il y a une interaction terre-air-mer que la vie prolifère. Et ces gens-là, en fait, ils étaient vraiment dans des enjeux de savoir aussi où ils étaient. On a la civilisation la plus prodigieuse du monde à l'époque, hein, avec l'Euphrate. Et c'est... les menhirs en Selle et Dolmen, ce sont aussi des points de localisation pour parvenir à s'orienter avec le miracle du solstice. C'est-à-dire qu'à des moments, on a Stonehenge notamment, mais on a d'autres monuments, il y a le miracle qui se reproduit. On arrive à avoir quelque chose de prédictif pour arriver à un moment sacré, hein, on peut l'imaginer. Donc il y a ces premiers éléments-là alors avec quelque chose qui a disparu, parce que c'était surtout pas des Bretons, hein, c'était même avant les Celtes qui ont... Voilà. Donc il y a ces étapes anciennes qui posent question sur ce que cherchaient ces hommes, ce qu'ils voulaient. Et on a des choses incroyables. Les haches de Plusulien, c'est 2 à 3 millions de haches qui sont de moins 5000 à moins 1500 en dolorite, hein, qui sont exportées dans toute l'Europe. Donc il y a déjà des courants d'exportation en lien avec la position stratégique de la Bretagne qui est effectivement au cœur de toute la façade atlantique, et la mer joue un rôle complètement pionnier. De la même façon, une époque assez intéressante, c'est le XIIe, où on voit l'apparition de spécificités bretonnes avec l'invention de la poésie, des laits. Hein, Jacques tout à l'heure parlait de la culture, l'importance de la culture. Les laits bretons, c'est vraiment une innovation bretonne, avec des formes rythmiques de l'époque, hein, qui seront reprises dans les chants grégoriens, qui sont issus des chants grégoriens, qui sont les neumes, on l'appelle les neumes, avec des instruments singuliers. Les harpes, etc. Et on a toute une tradition poétique qui
est vraiment quelque chose d'énorme dans toute l'Europe, parce que c'est traduit en scandinave, c'est traduit en allemand, en italien, etc. Et on est en fait dans un foyer de civilisation celtique qui a été assez gommé, parce qu'aujourd'hui c'est un monde davantage latin ou un monde davantage germanique en fait qui s'est imposé. On a un peu oublié ces faits de civilisation. On est d'un quelque part qui a une personnalité extrêmement forte, et avec ici une particularité, c'est que tu es au bout, quoi. Tu peux pas reculer. Donc l'innovation, c'est aussi parce que tu as le dos à la mer en fait, quand bien même le territoire marin est aussi un levier énorme d'innovation. La preuve, une troisième étape intéressante, c'est tout le Moyen-Âge, avec l'innovation liée à la toile. C'est quelque chose d'inouï, c'est-à-dire que quand on regarde les chiffres de Delumeau, d'André l'Espagnol, d'Alain Croix, on a un tiers de l'or frappé en France qu'il est en Bretagne, notamment dans les ateliers de Nantes et de Rennes. Donc on a une phase de prospérité 16e, 17e qui est incroyable, et où en fait ça fonctionne avec une alchimie entre l'externe et l'interne, l'externe pour l'exportation des toiles, avec des choses intéressantes, c'est que tu as une petite pépite qui arrive de l'externe pour renforcer une spécificité territoriale. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement endogène l'innovation. Là, ce qui se passe, c'est que des marchands de Roscoff, ils mélangent des graines de lin balte avec des graines de lin breton, ce qui donne à la toile une blancheur exceptionnelle. Après, on a des travaux de qualité inouïe dans les Noyales, dans les Bretagnes, etc. Ce qui explique que j'ai trouvé des documents en 1650. Il y a des marins qui ne veulent que naviguer uniquement avec les toiles de Bretagne pour traverser l'Atlantique. Donc, il y a des commandes très précises. Il y a un savoir-faire énorme. Une population qui vit dans l'argoat pour favoriser l'export de l'art mort. Et en fait, tout ce système-là qui est volontairement détruit avec le rattachement à la France, puisqu'en 1664-1667, les décisions de Colbert empêchent l'exportation des toiles de Bretagne et vont susciter notamment de manière indirecte la révolte des papiers timbrés en 1675. Et là, on a une phase énorme d'innovation qui se poursuit un peu à l'époque moderne avec les gentilshommes bretons, par exemple de Robien. Et la première société d'agriculture de France est créée en Bretagne en 1675 avec des gens éveillés qui essayent de trouver. J'ai regardé leurs documents, ils ont déjà des prévisions météo, c'est incroyable. Hein, on est en 1674, ils sont vraiment pionniers. Et avec, encore une fois, cette volonté de lien avec la terre pour essayer de trouver des solutions et de parer à la misère. Le 19e siècle est un siècle, dans l'ensemble, d'un relatif effondrement. Les innovations sont plus externes. Par exemple, Nicolas Appert, à l'apérisation, va entraîner tout le front de conserverie côte sud-bretonne. Et si on prend en 1909, 90% des conserveries du monde sont françaises et 90% des conserveries françaises sont bretonnes. Donc on a vraiment tout un front qui, à partir des Nantais, hein, qui se produit. Et on a les modifications dans l'agriculture avec notamment les charrues, les premiers outils mécaniques qui progressent. Mais globalement, on pourrait penser à une phase d'effondrement de l'innovation. C'est un peu la thèse française. Et comment expliquer que ce pays qui était si riche soit aussi pauvre? Et on a entre 1832 et 1968 1,3 million de Bretons obligés de quitter le pays. C'est incroyable. En fait, il faut dire qu'il y a une fatalité. Et l'invention française avec Michelet ou autre, c'est de dire qu'il y a une fatalité granitique, que c'est un territoire pauvre. La Bretagne, en réalité, que ce soit au niveau minerai, que ce soit au plan du tempérament, etc., est un des pays les plus riches et les plus prospères, les plus fertiles. Il y a tout ici pour réussir. Et on invente une pauvreté qui serait déterminée par la nature, alors que, évidemment, ça a été notamment l'État français qui a détruit très, très volontairement l'économie bretonne et aussi son pouvoir politique. Donc on dirait, bah oui, il y a très peu d'innovation dans cette époque. C'est en même temps faux, parce que on voit l'apogée des costumes bretons, par exemple, c'est le milieu du 19e siècle. Il y reste une innovation sociale, des façons de faire, un lien avec la nature aussi, par exemple, par le bocage, qui est une innovation incroyable. Parce que ça commence au 11e pour protéger les animaux, et après on voit qu'il y a des ressources avec 3 strates, hein, les strates pour l'avoine, pour les chevaux, pour les confitures, la strate du bois de chauffe, la strate du bois d'œuvre,
Et donc, on a toute cette organisation avec beaucoup de communs aussi, de la part des gens, hein, les communs qui vont annuler la Révolution française, où les personnes trouvaient des systèmes de solidarité pour s'organiser sur les territoires parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce qu'il n'y avait pas le choix, et y compris parce qu'on n'avait pas de système de conservation. Ce que l'on faisait, par exemple, c'est on partageait les pièces du cochon et on tuait le cochon tour à tour pour avoir des mécanismes de solidarité, y compris, par exemple, pour les scènes de battage avec des fêtes, hein, etc. Donc il y a le milieu du 19e siècle, c'est aussi le maintien de traditions populaires qui permettent de vivre et travailler au pays. C'est quoi l'innovation finalement? Est-ce que c'est le maintien? Est-ce que ce sont des bouleversements de société? Enfin, incontestablement, la cinquième époque, c'est donc aujourd'hui, avec depuis les années 50, une innovation, des innovations exceptionnelles que je vais détailler désormais. Je regardais le nombre de brevets, par exemple, ça a vraiment explosé. Et on est troisième en France hein, sur le nombre de brevets. Mais les brevets, c'est souvent aussi des grandes entreprises qui les posent. Hein. Donc l'innovation, c'est souvent des choses plus fines que l'on va détailler. Alors, sur l'originalité bretonne, il me semble y avoir 5 types après d'innovation. Le premier est lié aussi à un tempérament. On dit que le breton est têtu. À mon avis, il est plus déterminé que têtu. Le têtu, il va dans une impasse, il va cogner sa tête contre le mur. Le déterminé, il fait marche arrière et il repasse de l'autre côté. Et en fait, il y a des particularités de tempérament breton de gars qui ne lâchent rien, mais alors quand ils ont quelque chose dans la tête, c'est vrai qu'ils y vont jusqu'au bout, jusqu'au bout du rêve. Et on a beaucoup d'exemples. Alors on peut prendre le Catholicon, premier dictionnaire trilingue au monde en 1515 de la Gadoc, hein, qui était un personnage. On peut prendre les Laennec, on peut prendre toute une série d'innovants, mais même des acteurs qui ont des passions, qui vont jusqu'au bout. Parce qu'ici, en fait, c'est la fin et le début du monde. Donc, tu es forcément obligé d'aller vers des dimensions de l'au-delà. Et quelqu'un comme les Rochers de Roteneuf, l'abbé Fouillé, toute sa vie, enfin pendant 17 ans, il sculpte les rochers. Aujourd'hui, c'est un élément d'innovation. Il fait quelque chose... voilà. Des gens comme Gourvenec sont quand même un petit peu déterminés pour parvenir à redonner une dimension maritime à la Bretagne que, justement, on avait empêchée. Des gens, on peut prendre aujourd'hui des Irène Frachon, des Franck Zal, enfin il y en a partout, c'est-à-dire que des Tanguy Prigent, on en parlait hier soir à table, et je remercie les gens qui m'ont donné plein d'idées aussi par rapport à aujourd'hui. Les gens qui font les vieilles charrues, il y a des côtés, en fait, on veut vivre et travailler au pays, là il y a les fêtes maritimes, on décide de faire un peu une contre-fête hein, pour voilà, affirmer quelque chose dans son territoire. Donc il y a... et parfois, un levier en Bretagne de l'innovation, c'est de dire à quelqu'un « tu n'y arriveras pas ». Tu dis ça à quelqu'un « tu n'y arriveras pas ». Souvent, c'est un moteur inouï parce qu'il y a quelque chose qui est lié à l'individu. Deuxième point, au-delà de cet individu, il y a la particularité d'une innovation collective qui est vraiment très, très bretonne hein, et partagée, alors qui passe par des éléments de rivalité. Regardez par exemple les enclos paroissiaux, il s'agissait d'avoir le plus bel enclos et donc on regardait à côté, on disait tiens ils sont allés plus haut, ou les coiffes aussi, hein, donc on va faire encore mieux. Les rivalités publiques-privées qui ont, alors ça on a des preuves là-dessus, renforcé la bascule éducative de la Bretagne pour être dans l'excellence éducative. Et donc il existe en fait des éléments de jalousie parfois communale qui peuvent exister, qui renforcent cela. Mais les innovations en fait, elles sont... il y a quand même une grande particularité d'avoir des innovations sociales et politiques liées à la gouvernance et liées au collectif. Exemple, bien sûr, les éléments de mutualisation, de coopérative, qui sont très anciens, ça commence au Moyen-Âge, hein, disait Jean-Yves Le Breton, on en parlait l'autre jour, mais aussi ça se renforce énormément, bien entendu, parce qu'il y a de la misère à traiter, on a l'héritage de la démocratie chrétienne aussi, qui est très fort, et on a des coopératives qui se mettent en place, le mutualisme, tout le système des JAC aussi, le système d'entraide, le mimétisme par-dessus le talus, comme le dit Corentin Canvet, hein, quelqu'un voit qu'un autre s'est modernisé,
hop, il regarde, il a envie d'avancer. Et cela se fait souvent de manière collective. Votre réseau en est l'incarnation, et les présidents l'évoquaient bien. Les plus grands peuvent aider les plus petits, parfois. Et on a donc tous ces éléments où une alchimie peut prendre. Et une particularité bretonne, c'est qu'on a ces éléments d'assemblage souvent sans chef. Pleven disait « La Bretagne a horreur des chefs ». Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, parce qu'on regarde que les sociétés ont toujours été un petit peu hiérarchiques, mais à l'inverse, on remarque ici souvent des éléments d'alchimie où les gens y vont volontairement. Et le pouvoir qui a été les plus efficaces, on peut prendre l'exemple du Célib, qui crée quand même les régions en France. Le Célib, en fait, si ça se crée en France, c'est aussi parce qu'on a un homme de l'ombre qui s'appelle Joseph Martret, qui est secrétaire général, qui agence tout derrière pour permettre à 1200 élus sur 1490 en Bretagne, dont les maires de Nantes, etc., au milieu des années 60, toutes les forces économiques, toutes les forces culturelles, etc., d'être unis pour avoir une série d'innovations adaptées à la Bretagne, par exemple les routes express, qui sont vraiment une innovation spécifiquement bretonne. Et ce pays qu'on a qualifié parfois d'arriéré, en réalité, c'est en Bretagne aussi qu'il y a la Révolution française qui est créée dès 1788. Ça a été très bien montré par Roger Dupuis ou tous les historiens, Michel Denis aussi, qui l'ont évoqué. Et il y a des formes d'innovation sociale et politique, un tempérament fédéral, un tempérament girondin extrêmement fort, qui a été étouffé par un État qui place l'égalité au milieu de sa devise. Mais le projet France est très clairement, je le dis souvent, on ne cesse de vanter l'égalité pour produire exactement l'inverse et renforcer les privilèges d'une minorité de nantis dans le centre-ville de Paris. J'espère être clair. Et oui. Et c'est le malaise français, c'est le jeu de dupes permanent qui est là. Il y a un gros problème sur cet élément d'égalité. On n'arrête pas de la proclamer, mais dans les faits, 64% des Français les plus riches sont dans la capitale. Donc, innovation sociale, innovation communale, etc., parce qu'aussi il n'y a pas le choix, que c'est un pays parfois qui a connu des difficultés. Et avant-dernier point d'innovation, c'est l'innovation qui est culturelle et écologique. C'est-à-dire qu'en fait, bloqué politiquement, parce que la Bretagne suscite la révolution. La Bretagne, quand même, c'est les premiers à faire en sorte que le mot région soit accepté en France. Le Célib, il obtient ça. C'est un bout de truc, c'est 4 départements au lieu de la Bretagne, mais il obtient les CODER, le premier système régional en France, qui va être après, évidemment, homogénéisé à toute l'échelle française. Et globalement, par rapport à ce blocage politique, les Bretons basculent vers le culturel et vers l'économie. Et on a quelque chose d'extrêmement intéressant qui apparaît dans les années 70, Jean-Michel Le Boulanger, dans son livre « Être breton », le montre bien, le tournant notamment de 72, où on a des éléments, on ne peut pas s'en sortir au niveau politique, quand bien même le CIV avait fait beaucoup pour la culture aussi, eh bien, avec l'héritage de Pauline Montjarret, avec tout l'héritage qui s'est fait pour les bagades, etc., on va y aller au niveau culturel, et on a des innovations culturelles et écologiques en Bretagne, d'Astume, Diwan, qui est un miracle que ça existe. Si on prend également tout ce qui concerne l'écologie, la Bretagne est une des terres, effectivement, qui a été pionnière pour la défense de l'écologie. Je ne vais pas les citer tous, entre la réserve des Sept-Îles, qui est une des premières réserves dès le début du XXe, mais quand on prend, par exemple, Plogoff, quand on prend le meilleur exemple, c'est la Moco, avec une volonté généreuse bretonne, où des gars autour d'Alphonse Arzel, là, pendant 15 ans, bagarre contre les avocats américains pour parvenir à avoir le droit de jurisprudence. Les gars ne lâchent rien. Et le principe pollueur-payeur a, pour la première fois au monde, été finalement accepté à partir de la Moco, grâce à la ténacité des Bretons. Donc on est, par défaut d'avoir une puissance politique, une sorte d'État-nation, on a eu un déplacement vers les éléments d'une innovation sociale, culturelle, économique aussi extrêmement forte pour vivre et travailler au pays. Et le point qui me semble apparaître peut-être, enfin, c'est la puissance de l'innovation territoriale et ce lien avec le territoire que j'évoquais tout à l'heure. Alors on le voit par énormément de choses. Les dispositifs de pêche, par exemple, pour avoir des pêches durables, la baie de Saint-Brieuc, la langoustine, on a parlé hier soir aussi la baie de Douarnenez.
Tout ce qui concerne également la redécouverte des ressources du pays, les algues, le chanvre, le lin, avec des constructions de voiles. J'avais une thèse la semaine dernière sur la filière nautique en Bretagne, sur la plaisance, avec Maxime Turc, qui a fait un travail énorme, 400 pages là-dessus. Il y a un pôle de compétitivité majeur en Bretagne. Par contre, l'export est un petit peu moins bien que pour le reste de la France, mais c'est le premier pôle au monde. Et les traditions en fait, navales, le lien à la mer, sont des éléments qui favorisent une innovation pour le moins contemporaine. L'originalité des pays aussi. L'innovation naît souvent dans les pays, à l'échelle des habitants, à l'échelle des territoires. Ils ont envie de faire quelque chose et cela fonce, en lien avec aussi, et enfin, l'élément numérique, qui est un point clé, me semble-t-il, pour s'organiser territorialement. On parlait hier un peu là, dans le jeu d'Ubisoft, de sociétés qui sont nées en Bretagne. 15% de la valeur ajoutée de la Bretagne, c'est le numérique aussi. Quand bien même l'agriculture, ce n'est pas 6% du PIB, c'est un tiers. Et si les paysans qui ne s'en sortent plus aujourd'hui disparaissent, c'est un tiers de l'économie bretonne qui dégage. C'est une étude que j'avais faite en 2010. Et là, donc attention à ce qu'on fait aujourd'hui là-dessus. Et on voit sur le numérique cette identité qui apparaît, le point BZH. Le numérique, ça devrait être l'effacement de l'identité. Au contraire, on s'organise pour plus de sécurité, pour avoir une adresse mieux validée, etc. En conclusion, si vous voulez, 3 points. On a un peu la vision parfois d'une innovation qui va être uniquement interne, un peu secrète, une sorte de géotrouve-tout là, qui parfois irait presque jusqu'à par exemple des idées de race, l'Épagnol breton par exemple. En réalité, même cette race-là, elle est issue d'un mélange avec le setter anglais notamment, et on a parvenu à avoir quelque chose de local, ouvert à l'international. Je parlais tout à l'heure du lin balte, et on a souvent une petite pointe de l'extérieur qui vient aussi fertiliser l'interne pour plus de cohérence, pour plus de développement. Le deuxième point qui me semble clé, c'est que la réelle innovation est l'innovation, c'est déjà la conclusion. La réelle innovation est l'innovation liée vraiment au territoire, à son identité. Le bois, par exemple, on importe 70% du bois en Bretagne, il y a sans doute beaucoup de choses à faire. Et troisième point, l'innovation, peut-être plus que l'innovation, qui est un changement de fond en comble, ce sont des défis qui sont aujourd'hui au nombre de 4, l'énergie, l'emploi, l'écologie et l'unité bretonne. L'énergie, actuellement, les Bretons s'en emparent, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Si on prend par exemple les facilitateurs de digestion de rouliers, la fertirrigation, Gaiago, l'ABEA, l'innovation, la réutilisation de l'eau, enfin on a plein de trucs partout. Le Méné a fait des choses incroyables. La filière hydrogène se déploie, donc c'est en train de bouger. Si on apporte 80% de l'énergie, si on dit aux Bretons, il y a 80% des richesses à prendre, allez-y, ils vont le faire, et la méthanisation avec tous les éléments. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de l'énergie. Voilà. Et pour terminer, donc, je voulais dire un mot sur l'emploi et l'unité, mais finalement, une innovation est toujours à inventer plus tard.